16 novembre 2024, esplanade de la forteresse de Khojan, dans le nord du Tadjikistan. Comme chaque année depuis 2016, le pays célèbre le jour du président. La plupart des participants n'étaient pas nés quand Emomali Rahmon a remporté sa première élection présidentielle. Après l'effondrement de l'Union soviétique et dans le fracas de la guerre civile, cet homme aux origines modestes accède au pouvoir en novembre 1992. Il y a 33 ans. Aujourd'hui, l'opposition est réduite au silence, la liberté d'expression est limitée et une réforme de la Constitution a mis fin à la limite du nombre de mandats. Omniprésent, un culte de la personnalité magnifie le président fondateur de la paix et de l'unité nationale, selon son titre officiel. Sur fond de drapeau tricolore, légèrement de trois quarts, le visage du président se multiplie au point de devenir une image familière. Au sommet des immeubles de la capitale Dushanbe, comme dans les vallées reculées du Pamir, Emomali Rahmon accompagne le quotidien du peuple tadjik. À Dushanbe, les cimaises du musée national cultivent elles aussi l'image du président. Un président qui nourrit son pays, un président qui le modernise avec des infrastructures titanesques, un président qui le relie au reste du monde en soignant les relations diplomatiques qu'il entretient avec ses puissants voisins. Dans la foule, il se murmure qu'Emomali Rahmon pourrait renoncer à briguer un 6e septennat en 2027. Il céderait alors sa place à Roustam Emomali, l'actuel maire de Dushanbe, qui n'est autre que son fils. Concluant ce rassemblement populaire, les trois couleurs du drapeau tadjik s'envolent dans le ciel de Khojan. La construction de Khojan est ordonnée par Alexandre le Grand en 323 avant notre ère. À l'entrée de la vallée du Fergana, la ville a prospéré grâce aux routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Centre industriel et culturel de la toute jeune République soviétique, elle est rebaptisée Léninabad. Aujourd'hui, Khojan est la deuxième plus grande ville du pays et compte près de 200 000 habitants. La statue monumentale d'Ismaïl Ier surplombe la ville. Elle célèbre la dynastie persane des Samanides qui mit la main sur la région à la fin du IXe siècle. Pendant plusieurs décennies, la cour située à Boukhara attire à elle la fine fleur des scientifiques, des philosophes et des poètes. Parmi eux, Roudaki, dont une statue orne un parc du centre de Dushanbe. Devenu poète officiel à la cour des Samanides, il s'illustre en composant un très grand nombre de poèmes, mais également des chants et de la musique. Au fil des siècles, au gré des empires, la littérature persane est devenue une composante centrale de l'identité tadjike.
Une littérature qui fournit un répertoire d'images et de fables, une source intarissable pour les artistes. Dans son atelier, le peintre et mosaïste Parvin Goulov y puise son inspiration. En fait, je n'ai pas l'impression de choisir mes sujets. C'est un peu comme s'ils s'imposaient à moi, avec ce que je vois, avec tout ce qui m'entoure. L'an dernier, j'ai représenté la lutte de Rostam avec le dragon. J'ai mis 2 mois à réaliser cette mosaïque. C'est une histoire très populaire au Tadjikistan. Je l'ai trouvée dans le livre de Ferdowsi. C'est un ouvrage important qui a été beaucoup illustré dans le passé. J'aime évoquer l'histoire, le temps qui passe. L'histoire dont s'est inspiré Parvin Goulov provient du Shahnameh. Le livre des rois a été rédigé en l'espace de 30 ans, peu avant l'an 1000, par le poète persan Ferdowsi. Toujours flanqué de Racht, son fidèle destrier, Rostam, le héros, est le bras armé du roi. La lutte qui l'oppose au dragon est le 3e des 7 exploits qui le couvriront de gloire. En 40 ou 60 000 vers, selon les versions, le Shahnameh retrace l'histoire de l'Iran, de la création du monde à la conquête arabe. Célébration de l'idéal aristocratique, acte de naissance du persan moderne, l'ouvrage propose une synthèse de plusieurs traditions littéraires. La postérité de son auteur, originaire du nord-est de l'Iran actuel, demeure sans égal. Mais au-delà des sujets que je représente, ce qui me fascine en mosaïque, c'est le matériau en lui-même. Ces pierres viennent de la nature, donc de Dieu. Il y a quelque chose d'éternel, d'immuable. La foule s'est dispersée. L'esplanade de la forteresse de Khojan a retrouvé son calme. Sur toute sa hauteur, la façade du monument est recouverte de milliers de morceaux de céramique colorés. Des arabesques, des entrelacs, des motifs géométriques s'y déploient. Ils inspirent l'agilité d'un pinceau, celui de l'artiste Munujoy Bomatova. This is Kundal. This is brand art of Tajikistan. It's very, very difficult because this is small. Propre à l'Asie centrale, cette technique du Kundal est apparue au début du XIVe siècle. Après le passage de la peinture, l'artiste cloisonne les motifs avec un mélange de plâtre et de colle. L'œuvre gagne alors en relief. Dushanbe conjugue elle aussi au présent cette tradition ornementale. Construite en 2022 pour célébrer les 30 ans de l'indépendance du Tadjikistan, cette tour en forme de colonne torse abrite un musée consacré à l'histoire du pays. Du haut de ses 121 mètres, elle ménage une vue panoramique sur la ville.
Début 1922, l'armée rouge entre dans Doutchambe. Les Russes décident de faire de ce village d'à peine 5000 habitants la capitale de la République soviétique du Tadjikistan. Baptisée Stalinabad, la ville gardera ce nom jusqu'en 1961. Des ingénieurs, des urbanistes et des architectes arrivent de Moscou. Tout est à construire. Une voie de chemin de fer est tracée, puis des routes. Des immeubles d'habitation et des bâtiments publics sortent de terre. Pour alimenter en matériaux ces travaux d'envergure, des usines se multiplient. En l'espace de quelques décennies, la ville se métamorphose. Par une nuit de novembre 1989, à 5000 km de là, la chute d'un mur entraînera avec elle celle de l'Union soviétique. Dans ce contexte, Doutchambe connaît de grandes manifestations. Elles se transforment en février 1990 en émeutes violentes. Une rumeur infondée en est la cause, celle de l'octroi de logements en pleine pénurie à des réfugiés arméniens. Mais cette cause est un prétexte. Les griefs du peuple sont nombreux. Réprimées avec force par des troupes envoyées par Moscou, ces émeutes préfigurent d'autres affrontements qui aboutiront à la guerre civile. Aujourd'hui, les rues de la capitale ont retrouvé leur calme, ses habitants leur quiétude. Depuis l'indépendance, Doutchambe s'est agrandi pour faire face à l'exode rural. Son agglomération compte désormais plus d'1 million d'habitants. Le long des grandes avenues du centre, les bâtiments néoclassiques aux couleurs pastel et les immeubles soviétiques font face aux buildings de verre et d'acier. En périphérie, un bâtiment abrite des ateliers d'artistes. Les sculptures entreposées ici témoignent des soubresauts de l'histoire récente. Au mur, sur 2 étages, les peintres présentent leur dernière création. Comme autant de regards posés sur un pays, comme autant de fragments d'une réalité composite. Cela passe difficilement inaperçu, Héra Jolimov aime la couleur. Sa pratique de la peinture est marquée par une influence tenace, celle des icônes de l'art moderne occidental. Membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 2001, il a présenté son travail dans de nombreux pays, dont la Russie, la Chine ou la France. À la marge de la figuration, ses œuvres évoquent le Tadjikistan avec des paysages urbains, des atmosphères poétiques, des sensations colorées. Au fil de son inspiration, des formes surgissent, des motifs apparaissent, des scènes de vie traditionnelles se font jour. Quand un peintre se rend au marché, il remplit ses yeux d'images et de couleurs. Héra Jolimov aime ces lieux où l'on vend, où l'on achète, mais surtout où l'on se croise, où on se parle, ces lieux où l'on fait société.
La matinée touche à sa fin. Malgré le froid, les allées du marché d'Istaravchan ne désemplissent pas. Entre Khojan et Douchanbe, l'endroit est réputé. Après s'être ravitaillés en légumes, en viande, en pain ou en épices, les habitants des vallées voisines retrouvent l'isolement de leur village. Plus au sud, le village de Saratoche est perché à 2400 mètres d'altitude, en plein cœur des montagnes Fan. Proche de la frontière ouzbek, cette chaîne culmine à près de 5500 mètres. La chute du soleil hivernal anime les versants rocheux. Elle précipite avec elle celle des températures bien en dessous de zéro. Mais ici, comme partout dans le pays, l'hospitalité tadjike aménage pour le voyageur transi des refuges de chaleur. Cette région attire les marcheurs du monde entier. Plus facile d'accès que le plateau du Pamir, elle est dotée d'un important réseau de rivières et de lacs d'altitude. La formation du lac Iskanderkoul, le plus grand et le plus profond d'entre eux, est légendaire. On raconte qu'Alexandre le Grand, en route pour l'Inde, aurait détourné une rivière pour noyer un village et soumettre une tribu adverse. Autour de ce lac d'altitude, comme sur 90% du territoire tadjik, les montagnes sont partout. Elles font de ce pays celui dont l'altitude moyenne est la plus importante au monde. 3100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette singularité remarquable ravit le voyageur attiré par les hauteurs et imprègne profondément l'imaginaire des artistes. Elle se reflète logiquement dans leurs œuvres. Le peintre Yumaon Umarov chemine autour d'un motif. La montagne. Son couteau répand la couleur, il fait naître de riantes vallées, des versants escarpés, des cimes enneigées. Ces montagnes ne sont pas des paysages, pas seulement. Elles sont l'expression de l'identité tadjike de l'artiste qui, comme ses sublimes modèles, se plaît à jouer avec la lumière. La vallée de Racht se situe au centre du pays. Cette région faiblement peuplée est traversée par la route M41, la Pamir Highway. Créée par les Soviétiques à partir de 1932, cette route de 1250 km traverse l'Asie centrale jusqu'à Osh, au Kirghizistan. Elle permet d'accéder au massif du Pamir. Rarement goudronnée, à flanc de montagne, elle suit patiemment les caprices du relief et relie ses vallées au reste du monde.
L'enclavement de cette région en a fait un refuge pour les islamistes opposés au gouvernement de Dushanbe. Les décennies de domination soviétique avaient gelé les clivages régionaux, ethniques, mais aussi religieux. La proclamation de l'indépendance le 9 septembre 1991 les a brutalement réveillés. 6 mois plus tard, une guerre civile éclate. D'un côté, une coalition anticommuniste menée par le Parti islamique de la Renaissance, soutenue par l'Afghanistan. De l'autre, les forces gouvernementales pro-communistes et laïques. Malgré des tentatives, les pourparlers échouent, l'espoir d'un cessez-le-feu s'éloigne. Pendant plusieurs mois, les combats sont âpres. La ligne de front est idéologique, mais elle trouve également son origine dans la géographie. Les forces communistes sont issues des régions plus riches autour des villes de Rodjan et Koulab. L'opposition, quant à elle, vient majoritairement des campagnes reculées, en particulier des vallées du Pamir. Pendant 5 ans, la guerre fit entre 50 et 100 000 morts et mit sur les routes près d'1 million de réfugiés. En 1997, un accord de paix est signé sous l'égide de l'ONU, mais la vague de violence mettra du temps à refluer. L'opposition islamiste fuit dans les montagnes, le pays est au bord de la ruine. Depuis l'indépendance, le long de la route M41, des mosquées ont éclos. Le pays en compte désormais près de 4000. Celle du village de Khalay Hussein accueille les voyageurs. L'islam en terre tadjike est millénaire. Malgré la répression anti-religieuse de l'époque soviétique, il est resté une part constitutive de l'identité nationale. Aujourd'hui, 98% des Tadjiks se déclarent musulmans. Mais dans le contexte de l'après-guerre et face à la montée de l'intégrisme, le pouvoir laïque redouble de vigilance au risque de renier les libertés religieuses. De récentes lois limitent l'accès aux mosquées pour les mineurs, surveillent l'éducation coranique et interdit les tenues féminines jugées étrangères à la culture tadjike. Dans la ligne de mire du gouvernement, le hijab et les voiles de couleur noire. Les hommes, quant à eux, sont vivement encouragés à couper les poils de leur barbe. Cette laïcisation à marche forcée de la société tadjike s'explique entre autres par la présence au sud d'un encombrant voisin, l'Afghanistan. La présence de quelques hôtels a fait de Khalemkoum une étape de choix pour les voyageurs. Ce village est la porte d'entrée du Haut-Badakhshan. Cette région autonome couvre 40% du territoire du Tadjikistan, mais n'abrite que 3% de sa population. Une population ismaélienne, donc chiite, contrairement au reste du pays, à majorité sunnite.
C'est ici que la Pamir Highway rencontre le Penj, une rivière qui prend sa source plus à l'est, dans les montagnes de l'Hindu Kush. Ces méandres dessinent une frontière entre deux pays, entre deux mondes, entre deux époques. Sur la rive gauche, le Tadjikistan, sur la rive droite, l'Afghanistan. Une proximité qui place ce voisin à portée d'objectif. Les Bleus mènent au score. Mais quelle que soit l'issue de ce match, les joueurs des deux équipes seront perdants. Perdants depuis que de ce côté-ci de la rivière, les talibans ont profité du retrait américain pour reprendre le pouvoir à Kaboul et appliquer la charia. Au cours de la guerre civile, on évalue à 70 000 le nombre d'opposants tadjiks partis se réfugier en Afghanistan. Pour Dushanbe, leur retour est une hantise. Ainsi, le long des 1200 km de frontières communes, l'armée tadjike se tient sur ses gardes. Mais les incursions islamistes ne sont pas les seuls dangers de cette vallée reculée. Un éboulement vient d'avoir lieu. Ils ne sont pas rares. Accentués par le réchauffement climatique, les écarts de température fragilisent les versants rocheux. Des engins de chantier s'empressent d'entrer en action. Il n'y a pas d'autre route. Les conducteurs doivent s'armer de patience, parfois plusieurs jours. Dans un pays aussi montagneux, l'entretien des infrastructures est une tâche titanesque. Par chance, ce jour-là, la circulation n'aura été bloquée que 3 heures. Cela pourrait être une loi de physique, un théorème que l'on apprend à l'école. Moins une région est peuplée, plus ceux qui la traversent s'arrêtent pour se parler. Comprendre ce que l'autre dit n'est pas le plus important. En faisant défiler les images de sa vie, Parov semble convoquer le passé avec nostalgie. L'époque de la grande Union soviétique, l'époque surtout où une épaisse chevelure recouvrait sa tête. Manifestement optimiste dans l'âme, Parov ne perd pas le sourire et continue d'un doigt à explorer sa vie. Depuis Khalemkoum, selon les conditions, il faut une journée entière pour parcourir les 250 km jusqu'à Khorog, la capitale du Haut-Badakhshan. Chaque jour, en provenance ou à destination de la Chine, des centaines de camions empruntent cette route. Elle éprouve la mécanique et met à rude épreuve l'attention des chauffeurs sur le qui-vive. Ceux qui empruntaient jadis la route de la soie, cet axe mythique d'échange entre l'Orient et l'Occident, étaient plus raisonnables. Hormis Marco Polo, qui a eu l'audace de s'aventurer dans ces contrées à la fin du XIIIe siècle, les marchands et les voyageurs privilégiaient un passage plus au nord afin de contourner le massif impénétrable. Pour les conducteurs, les tronçons goudronnés sont des petits plaisirs. Pieds au plancher, ils s'offrent des pointes de vitesse et franchissent les 50 km/h.
Plaisir de courte durée, car rapidement, la route se dégrade à nouveau. Mais depuis quelques années, les choses sont en train de changer. Ici, comme partout sur la Pamir Highway, des travaux sont en cours. Bravant le froid, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour construire un pont. Ce chantier est géré par la CRBC, une entreprise publique chinoise. Ils le sont tous. Cette présence étrangère n'étonne personne. Depuis l'effondrement de l'URSS et davantage encore depuis 2015, Pékin a remplacé Moscou. Le ciment coule à flot. Il est produit au Tadjikistan par des sociétés chinoises qui contrôlent 85% de ce marché florissant. En 2019, la Chine investit 360 millions de dollars dans la construction de cette route qui relie Dushanbe à sa frontière. En plus de sécuriser et de pacifier ses frontières occidentales, le premier exportateur mondial s'assure de pouvoir écouler ses marchandises par voie terrestre vers l'ouest. Infrastructures, exploitation minière, énergie, l'influence de la Chine prend la forme d'une dépendance pour l'économie tadjike, la plus faible d'Asie centrale. Pour le géant asiatique, ces travaux sur la Pamir Highway font partie d'un projet bien plus vaste dévoilé en novembre 2014. Il consiste à établir de nouvelles routes de la soie pour étendre encore davantage son emprise économique sur le monde. Lentement mais sûrement, les plus hauts sommets du Pamir se rapprochent. Mais c'était sans compter un nouvel éboulement. Alors que la nuit s'apprête à tomber, une colonne de camions est à l'arrêt. La route apparaît alors pour ce qu'elle est, une fine artère de vie traversant ces murailles froides et stériles. De l'autre côté du Penge, force est de constater que le trafic est plus fluide. Quelques maisons afghanes surplombent l'embouteillage monstre. En silence et à la marge, elles observent ce flux d'échange de l'économie mondialisée. Une économie mondialisée, bloquée ici par des cailloux. Suraj et sa femme Mahbouba vivent à Roushon. Cette petite ville de 6000 habitants est le chef-lieu du district du même nom. Aujourd'hui, leurs 2 filles sont grandes. Elles ont quitté Roushon pour aller étudier à l'université de Dushanbe, l'une le chinois, l'autre les mathématiques. Comme chaque matin, Suraj se prépare pour aller ouvrir l'épicerie qu'il tient avec sa femme.
Depuis Rouchon, de majestueux sommets se donnent à voir. Ils dépassent les 5000 mètres. Autour du village, la vallée devient plus large. Irriguée par un bras du Penj, elle permet aux habitants de cultiver des champs. Dans la région autonome du Haut-Badakhshan, les terres arables sont rares. Elles ne représentent que 3% de la superficie. Dans ces conditions, le pastoralisme demeure une source importante de subsistance. Pourtant, en 2020, le ministère du Commerce tadjik indiquait que 26% des foyers se trouvaient en insécurité alimentaire. Plusieurs organismes tentent d'apporter des solutions en distribuant de la nourriture. Difficilement accessible, soumise à des températures pouvant descendre l'hiver sous les moins 50 degrés, la région voit ses habitants partir. 50 000 personnes auraient quitté le Pamir entre 2022 et 2023, un quart de sa population. Protégé des bourrasques de l'histoire par son relief et son climat, le Pamir va devenir au XIXe siècle une place à prendre. Une place pour deux puissances coloniales qui se font face. Au sud, la couronne britannique, solidement installée aux Indes, tente péniblement de s'établir en Afghanistan. Mais la résistance est rude. Après des années de conflits et des batailles coûteuses en hommes, les Anglais doivent se contenter d'un semi-protectorat. Au nord, la Russie tsariste est plus que jamais désireuse d'étendre son territoire vers le sud et de conquérir l'Asie centrale. Ses adversaires sont divisés, mal préparés. L'avancée est fulgurante. Tachkent, Boukhara, Samarcande, Khojan, les villes tombent les unes après les autres. De la mer Caspienne à la Chine, la région désormais unifiée est baptisée Turkestan. Plus d'1 million de paysans russes viennent s'y établir. Le territoire du Tadjikistan actuel est conquis en l'espace de 20 ans. Envahi en 1883, le Pamir sera la dernière région à être annexée par les Russes. Mais les troupes du tsar Alexandre III n'iront pas plus loin. Prolongeant le Penj à l'ouest, le fleuve Amou Daria marquera définitivement la délimitation entre les sphères d'influence anglaise et russe. Ceci n'est pas l'intérieur d'une maison, c'est un lieu sacré. La maison traditionnelle Pamiri est l'expression d'une spiritualité composite. Le moindre détail fait sens, tout a sa fonction. Centrée sur une grande pièce à vivre de forme carrée, la maison présente 3 niveaux différents. Le sol correspond au monde inanimé.
La première estrade, légèrement surélevée, correspond à l'âme végétative. Le troisième niveau, lui, reflète l'âme cognitive. Les piliers en bois évoquent les 5 principes de l'islam. 2 d'entre eux sont réunis par une traverse ornée de symboles zoroastriens. Du sol au plafond, tout concourt à faire de sa maison l'image de ses croyances, de son histoire, de son identité. Korog n'est pas une ville pour ceux qui ne sont pas du matin. De puissants haut-parleurs réveillent ses quelques 30 000 habitants. À mi-chemin entre Doutchambé et Osh au Kirghizistan, située à 2200 mètres d'altitude, la capitale de la région autonome est un carrefour par lequel tout transite. À partir de ce point, la Pamir Highway quitte la vallée du Penj et la frontière afghane pour partir à l'assaut des hauts plateaux. Gosh na karsas ya ke chersi ki me tarsit mas bokhume meratsit sham on junon melarzit dar on shabi imastim dil bar be dilom basti bekor imon shikasti ki ba hamrohi mohnevu hamrohi deg nishasti o toba amasti arab o toba az dasti sauqi mai toba از دستی مهینی فای توبه توبه. Sur la Pamir Highway, lorsqu'un problème mécanique survient, il ne faut pas compter sur autre chose que l'entraide et la débrouille. Par chance, ces chauffeurs en ont à revendre. L'idée était bonne, la technique répandue, mais la réalisation quelque peu hasardeuse. Gelombi, 7 heures du matin. 3600 mètres. Les quelques habitations du village sont réparties de part et d'autre de la route. Elles accueillent les premiers rayons du soleil. Accroché à l'enclos des bêtes, le linge n'est pas séché. Il a durci. Cette nuit, le mercure est descendu sous la barre des moins 30 degrés. À de pareilles altitudes, le temps qu'il fait est sans pitié. Le temps qui passe, lui, semble n'avoir de prise ni sur cette vallée, ni sur le quotidien de ceux qui y vivent. À la fin du XIIIe siècle, le voyageur vénitien Marco Polo, se rendant en Chine, traverse le Pamir. Il est le premier Européen à mentionner le massif. Dans le livre des merveilles, il écrit « Pendant ces journées de voyage au Pamir, on ne trouve ni habitation ni auberge.
C'est un désert tout le long de la route. On n'y trouve rien à manger. Aujourd'hui, avec la présence de touristes étrangers, environ 1,5 million chaque année, des hébergements chez l'habitant se sont développés, même dans les vallées les plus reculées. Pour une poignée de somoni, la monnaie tadjik, les voyageurs peuvent se mettre à l'abri du froid et se restaurer. Autour de la localité d'Alichour, de novembre à mars, le haut plateau prend des allures de banquise. Délimité au nord par les monts Célestes, au sud par le Karakoram, le Pamir s'étend sur 60 000 km². À l'exception des pôles, il est l'endroit sur Terre qui compte le plus de glaciers. On en dénombre près de 13 000. Dans la partie centrale du massif, le pic Ismaël Samani, point culminant du Tadjikistan, hisse sa silhouette glacée à 7500 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'est, les hauts plateaux désertiques ne reçoivent que très peu d'humidité. Discrète, battue par les vents, la végétation réchauffe la palette chromatique de ces paysages immaculés dans lesquels le regard prend plaisir à se perdre. À grand renfort de café soluble et de musique entraînante, Almaz lutte contre le sommeil. Cela fait 11 heures d'affilée que ce chauffeur kirghize n'a pas quitté son volant. Il veut passer au plus vite la frontière chinoise pour se rendre à Kashgar, la grande ville de l'Ouest, et récupérer un conteneur. Cette fois, ce n'est pas un éboulement qui bloque la circulation à 4300 mètres, mais des roues qui n'adhèrent plus au sol gelé. Comme toujours, tout le monde propose son aide. Mais Almaz aura perdu ici un temps précieux. À 300 km de Korog, la Pamir Highway passe par Mourghab. Cette bourgade de 7500 âmes fait figure de bout du monde. Sur un plateau perché à 3600 mètres d'altitude, elle est fondée par l'armée russe à la fin du XIXe siècle pour servir de poste avancé. À l'horizon, entre le ciel et la terre, la ligne de crête dessine la frontière occidentale de la Chine. Après une vie de labeur passée à transporter des marchandises autour du monde, les conteneurs trouvent ici un repos bien mérité. Ils sont utilisés comme échoppes, parfois même comme habitation. Ce marché est le seul à des centaines de kilomètres à la ronde. Dans ces contrées désolées, rien ne pousse. Tout ce qui se mange provient d'ailleurs.
Dans les allées du marché, le rak kalpak, ces chapeaux en feutre traditionnel, signalent leur présence. À l'est du Pamir, les Kirghizes constituent l'ethnie majoritaire. Pourtant, depuis les affrontements armés survenus en 2022, à l'autre bout du pays, dans la vallée du Fergana, la frontière kirghize est fermée. Héritage du découpage artificiel de l'époque soviétique, son tracé est contesté depuis l'indépendance. De fait, en ce mois de décembre 2024, en direction du nord, la Pamir Highway est une impasse. À plus de 4000 mètres, en l'absence de la moindre végétation, les habitants de Karakol utilisent des bouses de vaches séchées pour alimenter le feu. Ce village s'est établi sur la rive orientale d'un immense lac d'altitude large d'une 50aine de kilomètres. En hiver, il est entièrement recouvert d'une épaisse couche de glace. Jusqu'au début du XXe siècle, la région était seulement peuplée par des nomades kirghizes. Ils ne laissaient pas d'autres traces que celles des bêtes qu'ils convoyaient. Le village n'existait pas lorsque 3 aventuriers français passèrent par là en mars 1887 pour réaliser un exploit. Celui de traverser le Pamir en hiver pour se rendre aux Indes. Cela n'avait jamais été tenté. On disait l'entreprise impossible. Mais Gabriel Bonvalot, accompagné de l'ethnologue Guillaume Capu et du dessinateur Albert Pépin, y sont pourtant parvenus. Dans le récit qu'il fait de leur périple, l'aventurier écrit « De quelque côté que l'œil se risque, tout est blanc. Un linceul immaculé sur cette nature sans vie. Le dos des montagnes ondule sous des pics les dépassant de leurs cimes comme des sultans debout, tête haute, au milieu de la foule inclinée. Aujourd'hui, nous avons escaladé le dernier rempart qui défend le toit du monde. Toit du monde. Au XIXe siècle, l'expression se réfère au Pamir. C'est d'ailleurs le titre du film documentaire tourné en 1927 par le réalisateur soviétique Vladimir Heroev. Ces images sont précieuses. Elles sont les premières jamais tournées au Pamir. La caméra accompagne une expédition ethnographique internationale qui traverse le massif pour le cartographier. Comme les 3 Français 50 ans plus tôt, ils accèdent au Pamir par le nord via le col de Kizil Art. Quittant les hauts plateaux, ils redescendront le cours du Penj, faisant grandement relativiser les conditions de voyage d'aujourd'hui. Au col de Kizil Art,
Un siècle après le passage de l'expédition, la Pamir Highway enjambe désormais le relief à près de 4300 mètres. Elle quitte ici le Tadjikistan. Une borne signale la frontière. Aux confins du territoire, elle présente aux voyageurs la carte du pays. Une carte dont la découpe ciselée des contours illustre la marche de son histoire.